C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 2 ans au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya en Guinée. Il avait renversé le régime contesté d'Alpha Condé. Il s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils en 2024. L'opposition et la société civile estiment que le dialogue est rompu. La situation est tendue. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 2 morts cette nuit. Nous serons à Conakry dans ce journal. Cette mission intergouvernementale qui s'est rendue à Goma en République démocratique du Congo. L'enquête après la mort d'au moins 43 personnes dans une manifestation réprimée par l'armée se poursuit. 2 hauts responsables militaires ont été arrêtés. La correspondance à Kinshasa dans un instant. Et puis la ligne bleue opérationnelle à Lagos au Nigeria. La mégalopole s'est enfin dotée de son métro. Le projet est en cours depuis 40 ans. Le tronçon de 13 km pourra transporter près de 500 000 passagers par jour. Les détails à suivre. Ce mardi marque un anniversaire en Guinée, celui du coup d'État qui a renversé le régime d'Alpha Condé. C'était il y a 2 ans, le colonel Mamadi Doumbouya avait pris le pouvoir. Il s'était alors engagé à le rendre aux civils fin 2024. Mais depuis, le dialogue entre les différentes parties est rompu. Reportage de Malik Diakité et de Sarah Sakou. De retour dans l'opposition depuis la chute de leur leader, Alpha Condé, le RPG a d'abord participé aux concertations à l'invitation de la junte au pouvoir. Aujourd'hui, alors que certains de ses cadres sont aux mains de la justice, le parti a pris ses distances. Il y a une loi en Guinée qui fait que les élections sont organisées par la CENI, mais on apprend que ce sera désormais le ministère de l'aménagement du territoire. Également, il y a le code électoral qui a besoin d'être revu, il y a la Constitution, mais tous ces débats se font de manière assez cavalière, de sorte qu'il nous est difficile d'avoir de la visibilité. Pour revenir à la table des négociations, plusieurs organisations exigent un dialogue direct avec les militaires sous l'égide de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. De son côté, le ministre en charge d'organiser les futures élections assure n'avoir fermé la porte à aucun parti. Ce sont des leaders qui estiment que les partis politiques qu'ils ont la charge d'animer aujourd'hui, de présider, est confondu à leur individu. Donc quand eux ils ont des problèmes avec la justice, le parti aussi a des problèmes avec la justice. Quand eux ils ont des problèmes de santé, le parti aussi a un problème de santé. Malheureusement, c'est dans ce schéma que nous nous retrouvons. Pour cet analyste, c'est d'abord aux militaires au pouvoir de restaurer un climat de confiance. Et il y a urgence, selon lui. Le risque, il est très énorme parce que c'est comme si on se retrouvait, on retombait encore dans un cycle de violence qui ne dit pas son nom et qui peut nous mener dans tous les sens. Les militaires au pouvoir se sont engagés à organiser les élections fin 2024. Une échéance déjà mise en doute par les Forces vives de Guinée, une coalition qui regroupe plusieurs partis d'opposition, syndicats et organisations de la société civile. Et en ce jour anniversaire, la situation est tendue entre ceux qui soutiennent les militaires au pouvoir et les partisans de l'opposition qui réclament l'organisation d'un scrutin. De violents affrontements entre forces de l'ordre et jeunes manifestants ont fait au moins 2 morts. Côté adverse, les soutiens de la junte ont organisé des parades au centre-ville pour célébrer l'arrivée au pouvoir des militaires. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Des affrontements se sont poursuivis jusqu'à mardi dans plusieurs quartiers de Conakry, notamment à la cimenterie Wandara Amdalay, des quartiers réputés être favorables à l'opposition. Sur la route Le Prince, le commerce et la circulation sont restés paralysés. Une dizaine de véhicules avec des éléments des forces spéciales de l'armée guinéenne, lourdement armés, patrouillaient dans la ville. Les principaux partis politiques qui ont appelé à manifester dénoncent la gestion de la transition en cours. On ne voit aucune lisibilité, aucune visibilité par rapport à cette transition. On nous avait parlé de beaucoup de choses. La justice serait la boussole, qu'il y aurait un gouvernement d'union nationale, qu'il y aurait beaucoup de choses. Maintenant, on nous a vendu un terme creux, un concept creux qui est la refondation, qui ne veut rien dire. Au centre-ville, à Kaloum, où se trouve le siège de la présidence, l'ambiance est tout autre. Les soutiens des militaires célèbrent les 2 ans du coup d'État. Je suis là pour soutenir Doumbouya parce qu'il a beaucoup fait pour la Guinée. Je vais lui dire merci. Je vais soutenir Doumbouya jusqu'à la mort parce qu'il a libéré la route pour les Guinéens. Pour rappel, les militaires avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya qui ont pris le pouvoir le 5 septembre 2021 se sont engagés avec la CEDEAO à rendre le pouvoir aux civils
en fin 2024. En République démocratique du Congo, l'enquête se poursuit presque une semaine après la mort d'au moins 43 personnes dans une manifestation réprimée par l'armée à Goma, dans l'est du pays. Une mission intergouvernementale qui s'est rendue sur place a annoncé l'arrestation de 2 hauts responsables militaires. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula avec les images de Justin Kabunga. Presque une semaine après le drame, l'objectif des autorités congolaises, c'est de faire baisser les tensions à Goma. Première étape, une visite de terrain pour, je cite, dégager les responsabilités. 4 ministres sont à Goma depuis dimanche, dans le quartier où ont eu lieu les violences militaires qui ont coûté la vie à au moins 43 personnes selon les autorités. Les ministres ont annoncé des sanctions, notamment l'arrestation de 6 militaires, dont 2 hauts responsables. Leur procès s'est ouvert devant la cour militaire de Goma. On écoute le ministère public. Nous allons démontrer qu'il s'agissait ou qu'il s'agit dans leur contestation d'une attaque systématique dirigée contre des populations ou une population bien ciblée, le membre d'une certaine église déterminée. Et que pareil agissement, Monsieur le Premier Président, ne pouvait trouver meilleure qualification dans notre arsenal juridico-judiciaire que des crimes de guerre ou plutôt contre l'humanité par meurtre. Un autre procès a aussi commencé à Goma, celui des 140 personnes jugées pour participation à un mouvement insurrectionnel. Une majorité d'entre eux sont adeptes de la secte mystico-religieuse qui avait appelé à manifester pour exiger le départ de la MONUSCO. Mais à Goma, la douleur reste vive. La Lucha, une organisation citoyenne pro-démocratie, a salué les mesures annoncées par les autorités, mais estime qu'elles sont insuffisantes. Elle demande la libération de ces 140 personnes poursuivies, mais aussi la mise à pied des autorités militaires de la province du Nord Kivu et une journée de deuil national. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, au Burkina Faso, 17 militaires et 36 supplétifs de l'armée ont été tués dans une nouvelle attaque djihadiste à Kombri, dans la province de Yatenga, une région du nord du pays. L'état-major de l'armée parle également d'une trentaine de blessés évacués et pris en charge. La deuxième visite à l'étranger de l'homme fort du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Après l'Égypte, il s'est rendu au Soudan du Sud, à Juba. Il a rencontré le président Salva Kiir. Au menu des discussions, les attaques menées par l'armée sud-soudanaise contre l'armée soudanaise dans le Kordofan du Sud. Les rugbymen sud-africains sont arrivés dans le Var à 3 jours du début de la Coupe du Monde. Les Springboks, champions du monde en titre, sont dans le groupe B avec l'Écosse, la Roumanie, l'Irlande et les Tonga. Premier match le 10 septembre à Marseille. Rappelons que l'autre nation africaine, la Namibie, est dans le groupe de la France. Souvenez-vous, c'était en Gambie en 2022. 19 enfants avaient été victimes d'une intoxication à un sirop contre la toux. Aujourd'hui, leurs proches ont lancé une procédure judiciaire contre les autorités sanitaires et l'entreprise indienne qui commercialisait le sirop. Alors que le procès reprend en octobre, nos envoyés spéciaux, Liman Dao et Samuel Bradpiece, sont allés à la rencontre des familles. Reportage. Ces photos sont les derniers souvenirs de Lamine Sagna. Le bébé de 3 ans est décédé l'année dernière après avoir bu du sirop contre la toux. Le père de Lamine, Ibrahima, se souvient encore de la dernière nuit avant sa mort. Ce soir-là, lorsque je lui parlais, il me regardait à peine. Il a reconnu ma voix, mais ses yeux tournoyaient comme s'il regardait ailleurs. À partir de ce moment, j'ai perdu espoir. En Gambie, au moins 70 enfants sont morts intoxiqués par un sirop en provenance d'Inde. Les parents des victimes se sont regroupés au sein d'un collectif pour réclamer justice. Au moins 19 d'entre eux ont engagé des poursuites judiciaires contre les présumés responsables. Ils réclament près de 5 millions de dollars de dommages et intérêts et insistent sur le fait que ce n'est pas qu'une question d'argent. Nous voulons qu'une justice soit faite pour que cela ne se reproduise plus jamais. J'ai perdu mon enfant, mais demain, ce pourrait être quelqu'un d'autre qui perd le sien.
Le ministère de la Santé gambien estime que les autorités ont pris conscience du danger. Il affirme que des mesures sont prises pour améliorer le contrôle de la qualité des médicaments vendus sur le territoire gambien. Nous estimons que le marché des médicaments est désormais très sûr en Gambie, grâce aux interventions de l'Agence de contrôle des médicaments. Désormais, tout médicament entrant au pays est testé avant d'entrer dans le pays. Avant, un certificat d'analyse seul suffisait, mais maintenant non. Nous mettons maintenant en place des mesures pour nous assurer que cela ne se reproduise plus, même s'il y a des fabricants peu scrupuleux. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, chaque année, ce sont plus de 160 000 enfants subsahariens qui meurent des conséquences des médicaments contrefaits. On part à présent au Nigeria, à Magama-Jibia, une localité près de la frontière avec le Niger. Là-bas, les populations vivent avec anxiété la situation au Niger depuis le coup d'État. Ils attendent beaucoup de la médiation de l'Algérie et craignent un échec des discussions avec la CEDEAO. Notre correspondant Moïse Gomis s'est rendu dans l'état de Katsina. Reportage. Nana Barira n'endort plus. Depuis les sanctions de la CEDEAO contre la junte nigérienne, cette vendeuse de carburant n'ose plus traverser la frontière toute proche avec ses bidons. Pour elle, la perspective d'une intervention armée ouest-africaine au Niger est un cauchemar. Nigériane par son père, cette quadragénaire refuse de choisir un camp car sa mère est originaire de Niamey. Je prie Dieu pour qu'il ne permette pas une intervention, car si elle est déclenchée, nous serons affectés ici. Le Niger et le Nigeria ne font qu'un. Nous faisons beaucoup d'affaires avec les Nigériens et nous avons d'excellentes relations avec eux, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il n'y a rien de pire que la désunion. À moins de 500 mètres du poste de contrôle de Magama-Jibia, Kamala Ismaili tient ce dépôt de boissons sucrées. Lui aussi est complètement dévasté. Ce grossiste vendait une moyenne de 500 packs par jour. Aujourd'hui, il en écoule à peine 10. Ses principaux clients, des détaillants venant des villages voisins au Niger, est désormais interdit de commerce depuis la crise politique à Niamey. Parfois, quand je pense à cette situation, je pleure. Je verse des larmes parce que quand je pense à la situation d'avant par rapport à celle d'aujourd'hui, eh bien, je ne peux que pleurer. Dans ce quartier résidentiel de Djibia, ce père de famille n'utilise plus sa petite moto en semaine. Depuis le coup d'État à Niamey, ce Nigérian ne peut plus aller travailler à Maradi au Niger, à moins de 50 km d'ici. Comptable dans une grande université privée, Bouhari est en vacances forcées. Maintenant que la frontière est fermée, quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez nulle part où aller. Vous restez chez vous, vous dormez. Vous vous réveillez et vous recommencez. Il n'y a pas d'affaires, pas de travail. Alors parfois, différentes pensées dépressives peuvent traverser l'esprit. À Magama-Jibia, la vie est comme suspendue. Et ici, la population suit avec émotion et peur le balai diplomatique entre la CEDEAO et les putschistes de Niamey. On reste au Nigeria. On vous parle avant de se quitter de cette ligne de métro inaugurée à Lagos, la ligne bleue, un tronçon de 13 km qui réduit un trajet de 2 heures en 15 minutes au grand bonheur des passagers. Clarisse Fortuné. Attention au départ, le premier métro est enfin prêt à partir après plus de 4 décennies d'attente. Il relie le centre de Lagos au plus chic de ses quartiers sur 13 km. Parmi les premiers passagers, le gouverneur de cette capitale économique qui joue au chef de gare. Les passagers semblent apprécier. Cela s'est passé sans problème, tout était bien organisé, très bien organisé. Cela va booster l'économie et améliorer la vie des gens, car on passe beaucoup de temps dans les embouteillages et avec le métro, on traverse en 10 minutes. Ce projet, financé par la Chine, aurait dû démarrer en 1983, mais il a été retardé par de nombreux problèmes financiers et administratifs. Un soulagement pour les 20 millions d'habitants de Lagos, frustrés par de longs embouteillages. Cela va aussi réduire la pollution environnementale car ça marche à l'électricité. Et bien sûr, cela facilitera le transport et le rendra plus confortable. Une deuxième phase de la construction ferroviaire devrait s'achever d'ici la fin de l'année. 500 000 passagers devraient emprunter la ligne bleue chaque jour. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Claire Hildebrandt.